comité de l'ANCAR, je tiens à vous remercier d'abord d'être présent avec nous à 8h30. Et je voudrais remercier tout particulièrement nos orateurs qui nous font toujours le plaisir et l'honneur d'être parmi nous, qui n'ont jamais dit non, sauf quand il y a des circonstances un petit peu exceptionnelles. Comme c'est le cas cette année pour Eric, malheureusement, il ne va pas être parmi nous, et c'est pour des raisons un petit peu majeures, familiales. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les faire de développement marocain. Bien sûr, j'aurai l'occasion de remercier tous les autres orateurs, je voudrais aussi remercier les laboratoires qui nous ont accompagnés un petit peu dans cette aventure, dans cette 14e édition des ateliers d'éco-doppler cardiaque et vasculaire, qui commence à être maintenant un rendez-vous, on va dire, incontournable en cardiologie marocaine. Et puis, je voudrais remercier tout particulièrement la société T2S et General Electric qui ont eu la gentillesse de vous ramener une très belle machine, le E95, avec lequel on va pouvoir travailler. Et j'espère que... Alors, voilà, ces ateliers se veulent être un petit peu des ateliers pratiques. N'hésitez pas à poser des questions, il y a des micro-couloirs. Donc, on peut vous poser des questions même en cours de route. Et puis, on est juste un petit peu limité dans le temps. Vous allez devoir nous excuser, mais parfois, on sera obligé d'arrêter les sessions et les questions parce qu'on est pris par le temps, et donc c'est toute une gestion. Voilà, je voudrais aussi remercier les malades qui ont eu la gentillesse de se déplacer pour nous, et ça, c'est pas toujours évident. Voilà, encore une fois, un grand merci à vous tous d'être présents à cette heure-ci. Alors, je crois qu'on va commencer Olivier. Alors, Olivier Péchaud, c'est un grand ami de l'ANCAR. C'est pas la première fois, je crois qu'il a fait presque toutes les éditions des ateliers, sauf quelques-unes, pour des raisons particulières. Et il est expert en angiologie, il est surtout expert en phérologie, et voilà, donc on aura beaucoup de plaisir à t'écouter, à regarder un petit peu ce que tu vas faire. Un plaisir partagé. Merci. Alors, le patient, il est âgé de 39 ans, il a une varice, qui s'est compliquée de thrombose veineuse sur la varice. Okay. Donc, c'est en fait, il a toujours de l'induration au niveau de la cuisse, donc la cuisse droite. Donc, voilà. Allez, on va regarder. Le superficiel, il se fait debout, pour être dans de bonnes conditions. Donc, il vaut mieux vous mettre debout. Je vais prendre du gel. Voilà. Ok, donc. Oui. Est-ce que tu laisses le patient appuyer sur ses pieds normalement, ou est-ce qu'il doit juste les poser sans appuyer? Alors, idéalement, pour examiner la grande saphène, on se met face au patient, on lui demande d'avancer un petit peu son pied et de faire une rotation vers l'extérieur avec une jambe semi-fléchie et plutôt effectivement en appui sur le membre contralatéral. Donc là, on a la veine grande saphène. Voilà. Donc voilà la veine grande saphène. Ici, le compartiment saphène. Et donc on a une veine qui est d'assez petit calibre. Hop. Et puis là, on tombe sur cette tuméfaction qu'on palpe cliniquement. Donc manifestement, c'est un thrombus. Mais la grande saphène en regard est pas du tout concernée par la thrombose. Alors quand tu veux faire un écho-doppler des veines superficielles comme ça, donc tu peux nous dire juste un petit mot sur la sonde que tu utilises, s'il te plaît? Alors idéalement, il faut utiliser une sonde linéaire, une sonde de haute fréquence. Là, c'est une 9 MHz. Mais on utilise maintenant volontiers des sondes de 12 voire 15 MHz qui donnent encore plus de définition. Donc l'examen, c'est d'abord un examen anatomique en mode B qui permet de bien identifier les structures anatomiques. Donc là, on a la grande saphène.
Je vais remonter jusqu'au niveau de l'aile si on peut. Hop. Voilà, là, alors la jonction saphéno-fémorale. Traque-vol, s'il te plaît. Hop. Voilà, juste. Voilà, donc là, je remonte un peu la profondeur. Voilà, donc là, on a l'artère fémorale, la veine fémorale, et puis ici, la jonction saphéno-fémorale, donc l'abouchement de la grande veine saphène dans la veine fémorale commune. Oui. Donc là, on a au passage une adénopathie, ça c'est de constatation banale, une autre petite adénopathie. Donc on voit vraiment cette veine saphène qui est dans un compartiment, dans le compartiment saphène entre le fascia superficiel et le fascia profond. Alors on est quand même très tenté de regarder s'il y a un reflux. J'utilise la couleur. Hop, voilà. Et là, tu es assis sur quoi? Là, je suis assis sur un tabouret. Hop. Voilà, Je pose la question parce que moi, au cabinet, j'ai beaucoup de mal à faire ça parce que. Non, idéalement, idéalement, on installe le patient sur un escabeau de phlébologie, ce qui le soulève un petit peu et ce qui nous évite de travailler complètement courbé. Oui. Donc on voit qu'il y a quand même un reflux au niveau de cette veine saphène, avec ici le reflux qui se détourne dans une tributaire. Une veine tributaire, c'est une branche de la grande saphène et qui, vous voyez, qui traverse le fascia superficiel. Donc, par définition, la veine saphène, c'est une veine qui est dans le compartiment saphène, et toutes les veines qui sont en dehors du compartiment saphène sont des veines tributaires. Et là, on s'aperçoit qu'à ce niveau-là, on n'a plus de ah si, on a quand même un reflux qui réapparaît. Voilà, mais qui part plutôt dans cette tributaire. C'est quoi la différence entre tributaire et collatéral? Alors, par définition, une tributaire, c'est une veine, une branche, on va dire, afférente de la grande saphène, mais qui est en dehors du compartiment saphène, alors qu'une collatérale serait dans le compartiment saphène. Et là, on est dans un cadre encore un petit peu particulier, puisqu'on a cet anévrisme veineux qui est à peine rattaché à la grande saphène. Voilà, on a l'impression qu'il y a... Voilà la grande saphène en coupe longitudinale, avec d'ailleurs ici un jeu valvulaire. Et on a du mal à avoir une communication directe entre la grande saphène et cette structure thrombosée. Alors j'essaye de regarder. Là, on n'a pas de... Oui, on est quand même à nouveau en communication semblable. Enfin, on retrouve des veines dans le prolongement. Et tu penses que ça communique avec la... Alors, ça communique? j'en mettrai pas ma main à couper. Il faudrait avoir une sonde de plus haute définition pour vraiment bien analyser les choses.
Clairement, on a une grande saphène qui est incontinente, mais avec une dilatation qui est très modérée. Vous savez que parfois les veines saphènes incontinentes ont des altérations pariétales telles qu'il y a souvent des petites ectasies, voire des anévrismes. Mais là, dans ces cas-là, il y a vraiment une communication qui est complètement évidente entre le tronc saphène lui-même et la structure anévrismale. Là, on a presque l'impression que c'est indépendant, donc on est presque à nouveau dans le cadre d'une espèce de malformation veineuse associée à une incontinence de la grande saphène. Alors, est-ce que la couleur peut t'aider? Oui, alors là, bien sûr, je prends de la couleur, j'utilise la couleur pour vérifier à nouveau qu'il n'y ait pas de participation artérielle. Là, la structure apparaît complètement thrombosée. C'est manifestement une thrombose, hein, ça ne peut pas être autre chose. Donc on est à nouveau dans un cadre un petit peu atypique quand même. Hein. Donc là on continue. Je me balade un petit peu plus bas et on retrouve un réseau variqueux que je suis là. Et on se retrouve avec un réseau variqueux qui est tributaire de la grande saphène. Donc on a quand même l'impression, là je vérifie en écho de percouleur, voilà, on a un reflux dans cette tributaire, un reflux aussi au niveau de la grande saphène, et on a l'impression, voilà, ça c'est la tributaire, et là on retrouve la partie qui est thrombosée. Et on a quand même l'impression ici qu'il y a une petite communication entre la grande saphène et puis cet anévrisme veineux. Donc mon diagnostic serait quand même qu'on a un patient qui se présente avec une incontinence de la grande saphène, qu'on voit ici. On a l'émergence d'une première tributaire, une première varice tributaire qui donne des varices un petit peu visibles au niveau de la cuisse. Et puis, manifestement, on a là, de façon quand même très atypique, hein, c'est une situation que je n'avais jamais rencontrée, une thrombose de l'émergence d'une tributaire qui était très anévrismale et puis qui se continue par là une varice sous-cutanée qui est beaucoup plus classique, qu'on identifie essentiellement en échographie, et puis qui devient cliniquement visible ici à la face interne du genou, et qui explique ce réseau variqueux. Donc ici, cette tuméfaction, c'est l'émergence de cette varice tributaire qui ici est thrombosée, ici a un trajet sous-cutané qui est cliniquement pas visible, et qui redevient visible à l'étage jambier. Ici, on a ce réseau variqueux. Donc c'est une thrombose veineuse superficielle tout à fait isolée de l'émergence d'une tributaire, de l'émergence anévrismale, là encore, d'une veine tributaire. Est-ce que c'est douloureux? Avant. Maintenant, ça l'est plus. C'est si j'appuie dessus. D'accord. Et on vous a donné un traitement, non? Oui, j'ai fait des injections. Des injections de traitement antithrombotique. Ok. Donc, effectivement, dans les thromboses veineuses superficielles, le traitement de base reste le fondaparinux et pour une durée de 45 jours. Et maintenant, on peut se poser la question d'une conduite à tenir thérapeutique éventuelle sur le réseau variqueux. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'impératif à traiter
Au début, elle a été un peu enflée. C'était rouge. C'était rouge, tout Ouais, ça. ouais. Donc il y a vraiment eu une poussée thrombotique à ce niveau-là. L'induration va mettre du temps à disparaître. Hein, parce que. Voilà. Donc, et sinon, les varices ici vous gênent? Non, pas vraiment. De temps en temps. De temps en temps. Si je suis fatigué, j'ai mal. De temps en temps, ça vous fait mal? Oui. Donc effectivement, il a un réseau valqueux qui le gêne sur le plan fonctionnel. Il n'est pas du tout illégitime d'envisager un traitement. Donc le traitement qui, dans le cadre des incontinences de la grande saphène, est actuellement proposé en première intention, c'est l'ablation thermique par laser endoveineux ou radiofréquence, c'est en tout cas dans les recommandations. Ceci dit, on a une veine saphène qui est quand même d'assez petit calibre. Elle fait 4 mm. Donc il y a aussi tout à fait la place pour une prise en charge par échosclérose à la mousse, qui est une option envisageable chez ce patient, qui de plus permettra de traiter la varice tributaire. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des varices très marquées aussi au niveau de la jambe gauche, avec pour le coup des signes d'angiodermite. Hein. Non, c'était une eczéma. Oui, de l'eczéma. C'est déjà guéri. Mais c'est quand même la peau qui souffre du fait de ces varices, avec un œdème et puis des dilatations veineuses au niveau de la cheville qui font porter le diagnostic d'une corona phébectatica. Et ça peut être annonciateur de troubles trophiques. Donc autant ici on a des varices qui apparaissent cliniquement non compliquées, on est au stade de C2 de la classification CEAP, il y a juste eu cette complication thrombotique mais qui est vraiment très particulière, qui concerne une ectasie veineuse localisée. Autant ici on a des varices très importantes avec des signes de souffrance cutanée qui pour le coup poussent vraiment à une prise en charge thérapeutique médicale. Donc on va essayer de mieux analyser le problème de ce patient. On est clairement dans le territoire de la petite saphène, mais il faut quand même être tout à fait complet. Non, bougez pas, posez le talon. Voilà, et donc là j'identifie à nouveau la grande saphène dans son compartiment. Je prends l'écho de paire couleur et je retrouve aucun reflux au niveau de la veine grande saphène. Je me déplace au niveau gonal, pas de reflux non plus, et puis voilà. Donc on a une veine grande saphène qui est parfaitement continente. Je vais demander au patient de se tourner, il va me tourner le dos. Là, avec les deux gestes que tu as faits, tu n'as pas besoin d'aller chercher une incontinence tronculaire plus en haut. Non, j'avoue que sur le plan académique, il faudrait sans doute le faire, mais en pratique, dans la mesure où je suis quand même très orienté par la clinique sur des varices qui sont plutôt liées au territoire de la petite saphène, j'ai vérifié deux principes, qu'il n'y ait pas de reflux au niveau de la grande saphène, au niveau de la cuisse, et en l'absence de tout autre élément d'orientation clinique, j'ai pas vraiment besoin d'aller regarder ce qui se passe au niveau de la jonction saphéno-fémorale. Donc là, restez comme ça. Oui, bien sûr. Alors pour l'angiodermite, est-ce qu'il y a un traitement spécial ou bien c'est on donne la main au dermatologue? Là, il faut, manifestement, cette angiodermite, elle est liée à son insuffisance veineuse superficielle. Donc le premier traitement, c'est la compression élastique, mais d'abord, c'est important de bien savoir exactement ce qu'il en est sur le plan anatomique. Donc là, pliez le genou. Non, restez sur vos deux jambes. C'est souvent difficile de bien faire comprendre aux patients la position. Mettez-vous sur vos deux jambes, normalement. Comme ça. Et pliez un tout petit peu juste le genou gauche. Voilà, parfait. Donc ça, c'est la position idéale pour l'examen de la petite saphène. Alors, là, je suis au tiers
supérieure de la jambe. Et on voit ici la petite saphène dans un compartiment saphène qui est beaucoup plus petit que celui de la grande saphène. Je remonte un petit peu en direction du creux poplité et je vois ici une petite saphène qui a un calibre qui est plus augmenté. Et puis ici, l'abouchement de ces volumineuses varices qui sont donc des tributaires de la petite saphène. Donc là, je remonte à nouveau dans le creux poplité. On reconnaît ici la veine poplitée. Je remonte la profondeur. Voilà. Donc ici, la veine poplitée, l'artère poplitée est en arrière. On a ici la jonction saphéno-poplitée avec la veine petite saphène. Et ici, l'émergence de ces très grosses varices qu'on retrouve cliniquement. Donc on va bien vérifier qu'il y a un reflux au niveau de cette veine petite saphène. Je fais une manœuvre de compression, relaxation, et voilà le reflux au niveau de la veine petite saphène. Voilà au niveau de la jonction saphéno-poplitée. Je monte encore la profondeur. Et là, je suis au niveau de la veine poplitée haute, où on a aussi un reflux au niveau de la veine poplitée. Par contre, on n'a pas de reflux en aval de la jonction saphéno-poplitée. Donc il faut quand même vérifier, dans un cas comme ça, qu'il n'y ait pas un reflux profond associé. Donc je vais remonter davantage. Je vais prendre une autre sonde. Oui, on peut prendre celle-là. Alors, vous avez pu suivre un petit peu. Là, il a trouvé qu'il y a un reflux au niveau de la veine poplitée, c'est une veine profonde, d'accord? Donc il essaye de voir pourquoi, c'est ça, Olivier? Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a ce reflux au niveau de la veine profonde? Voilà, j'essaie d'avoir une coupe qui soit explicite. Voilà, ça c'est la veine poplitée haute. Hop. On a un reflux qui se perd. Donc, j'essaie de bien vous montrer. Voilà. Donc ici, on retrouve bien l'artère poplitée, la veine poplitée et la jonction saphéno-poplitée. Quand on a une grosse aspiration, quand on a un reflux ici, on peut avoir un reflux au niveau de la veine poplitée juste en amont de l'abouchement de la veine petite saphène par aspiration. Oui. Donc ça c'est relativement banal de retrouver un reflux ici, mais de principe il faut vérifier qu'on n'ait pas une avalvulation profonde associée que l'on retrouverait au niveau de la veine fémorale, qui peut être liée soit à une insuffisance veineuse primitive, ça c'est rarissime, en tout cas chez des gens jeunes, ou alors liée à une maladie post-thrombotique. Donc a priori, là on a une veine poplitée qui apparaît normale, il n'y a pas de synéchie post-thrombotique, et tout laisse à penser que ce reflux qu'on a enregistré ici est induit par le reflux de la petite saphène. Ce qui est aussi très en faveur de cette hypothèse, c'est que immédiatement en aval de l'abouchement de la petite saphène, on n'a plus du tout de reflux au niveau de la veine poplitée. Voilà, donc là c'est
la veine poplitée basse, au niveau de laquelle il n'y a pas de reflux. Là, on a le reflux dans la petite saphène, et puis un court reflux dans la veine poplitée haute qui est induit par la petite saphène. Ça dépend en fait de la distribution des valvules dans la veine poplitée. Donc là, on a une incontinence de la petite saphène. On va revenir avec la sonde linéaire. Donc c'est une veine qui est de gros calibre quand même, hein. La petite saphène est de gros calibre. Elle fait presque 8 mm de calibre. Donc là encore, très clairement, le traitement serait plutôt une ablation thermique qu'une sclérothérapie. Est-ce qu'il faut mesurer les diamètres des saphènes là où ils sont le plus dilatés, ou bien des repères anatomiques comme le milieu de la cuisse pour la grande saphène? Alors, les recommandations, c'est de mesurer, non pas dans une zone où la veine est le plus dilatée. En tout cas, il faut éviter de mesurer là où il y a des ectasies veineuses, ce qui n'est pas le cas. Là, on a un calibre qui est bien homogène dans toute la partie incontinente. Donc, l'idée, c'est de mesurer plutôt au tiers proximal de la jambe. Et pour la grande saphène, à l'union tiers moyen, tiers proximal de la cuisse. Dans le micro, s'il te plaît. S'il vous plaît, vous pouvez nous montrer les structures veineuses qui sont en bas de la saphène? Oui, structure vasculaire. Alors là, juste, je suis encore dans le creux poplité, juste pour vous montrer. Voilà, juste pour vous montrer des structures nerveuses. Ici, c'est le nerf tibial qui est accolé à la veine poplitée et qui est pas loin de la petite saphène. Alors ça nous a fait très peur au début de l'utilisation des traitements thermiques parce qu'on a eu peur d'abîmer ce nerf en traitant la petite saphène. Et en fait, on fait une anesthésie par tumescence qui permet de vraiment éloigner de façon très significative la veine de toutes les structures nerveuses du creux poplité et donc de ne pas prendre le risque d'avoir des complications neurologiques. Bien, si on peut avancer. Donc là, juste, en vitesse. Donc on a la partie incontinente, ensuite on a une petite saphène qui redevient continente sur tout son trajet jusqu'au niveau jambier bas. Et d'ailleurs là pour mémoire, on retrouve aussi une structure anatomique qui nous intéresse quand on fait une ablation thermique, c'est le nerf sural qui, vous voyez, reste ici à distance de la petite saphène. Donc là on a ce gros réseau variqueux. Avec des veines qui sont très largement dilatées. Tournez-vous vers moi. Et là, on a donc ce réseau variqueux et il y a une incontinence de la petite saphène qui tourne en écharpe pour rejoindre le territoire de la grande saphène avec ce réseau variqueux tributaire qu'on retrouve jusqu'au niveau de la cheville. Avec ici vous voyez un œdème, une petite zone hypoécogène qui correspond à un œdème qui est assez typique des œdèmes veineux. On retrouve ici des zones comme ça. Donc ça, là, tu es sur là, je suis au niveau de la cheville. Ça, c'est la grande saphène. La grande saphène. Et puis il y a aussi il y a tout ce réseau tributaire. Ça, c'est la grande saphène elle-même,
qui n'est pas très dilaté. Alors on va voir, on peut vérifier qu'il y ait ou pas un reflux. Alors on voit qu'il n'y a pas vraiment de reflux dans la grande saphène. C'est vraiment un reflux qui est lié à la petite saphène et qui n'intéresse ensuite que les tributaires variqueuses jusqu'au niveau de la cheville. Absolument. Voilà, donc pour ce patient, on peut peut-être s'intéresser à sa grande saphène. Si tu as terminé, Olivier, Oui. s'il te plaît, je vais te demander juste de me rejoindre. Oui. Une base de discussion pour les... Donc ça c'était la jambe droite avec donc ça c'était la jambe droite avec cliniquement la thrombose de cette malformation, enfin de cette ectasie veineuse qui était vraiment l'origine d'une tributaire de la grande saphène avec un reflux de la grande saphène qui se distribue aussi dans les tributaires avec cette complication thrombotique un petit peu atypique. Pour ce qui est du membre inférieur gauche, on a une veine petite saphène qui est incontinente, qui alimente un gros réseau variqueux qui va tourner en écharpe et rejoindre le territoire de la grande saphène. Donc ici, on a un reflux, ici on a un reflux qui alimente les tributaires. Dans la partie distale, la petite saphène reste continente et on a observé ici un reflux dans la veine coquillée. Et en fait, ce reflux, il est induit par le reflux de la veine à proximité de... Voilà, il est vraiment induit par le reflux de la petite saphène et on comprend qu'il puisse exister si, par exemple, on a une distribution des valves dans la veine coquillée qui correspond à ça, à savoir que quand on fait une chasse, le volume sanguin est tel, on va retrouver un reflux ici, mais aussi on va avoir la veine coquillée le temps que cette chambre veineuse entre les deux valvules se purge du reflux. Ce qui doit alerter, c'est quand on a un reflux qui se prolonge dans la veine coquillée basse. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a vraiment une pathologie propre au niveau de la veine coquillée qui peut donc être soit une agélisation, soit une maladie post-thrombotique. Ou bien une ancienne thrombose. Mais il faut être très systématique quand même. Et quand on a affaire à des varices très volumineuses comme ça, je pense que faire un examen complet du réseau veineux profond, c'est quand même c'est important. Magnifique, c'est très très clair. Maintenant, elle est où ta veine grande saphène? Là. Ici. Et là, c'est la petite saphène. Les varices qui sont tributaires de la petite saphène. Ouais. Donc là, j'ai fait un schéma assez simplifié, hein, donc avec la petite saphène qui est incontinente dans sa portion distale et un reflux qui alimente ses tributaires qui en fait tournent en écharpe pour rejoindre le territoire saphène, mais la grande saphène, elle est continente. Elle n'est pas du tout concernée par les varices. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors maintenant, les décisions thérapeutiques, parce qu'on a entendu traitement par endolaser thermique ou radiofréquence, etc. On a entendu aussi la sclérothérapie à la mousse. Dans quel territoire tu vas faire ce traitement? Dans quel territoire tu vas proposer le deuxième? Alors, les recommandations actuelles, c'est quand même, sont très en faveur de l'ablation thermique, parce qu'on a des résultats qui sont plus durables qu'avec l'échosclérose à la mousse, qui donnent de bons résultats cliniques le plus souvent, mais qui peut imposer des traitements itératifs. Et on va d'autant plus vers les traitements d'ablation thermique que le calibre des veines à traiter est important. Donc là, 8 mm, c'est vrai qu'on a vraiment envie de faire une ablation thermique. Au niveau de la grande saphène contralatérale, on avait un calibre de 4 mm.
Donc il y avait tout à fait la place pour un traitement par écosclérose à la mousse. Si on fait une ablation thermique dans un cas comme ça, idéalement, il faut ponctionner la veine qui s'appelle l'anoédée ponctionnante. Pourquoi? Parce que ça nous permettra d'oblitérer la petite saphène sur toute sa portion distale, mais aussi en regard de l'abouchement de la tributaire. Et voyez en quoi on va empêcher tout reflux dans ces veines tributaires. À partir de là, la discussion est ouverte et pas du tout tranchée. On n'a pas d'attitude spécifique, particulière. On peut soit s'en tenir là et attendre d'habitude 2 ou 3 mois pour voir ce qui se passe au niveau de ces tributaires qui, le plus souvent, vont diminuer le calibre, parfois suffisamment pour ne pas justifier de traitement complémentaire, souvent suffisamment pour rendre un traitement par sclérothérapie secondaire beaucoup plus efficace que si on l'avait fait d'emblée. Une autre attitude, c'est de faire une ablation thermique de la saphène associée dans le même temps opératoire, soit une phlérectomie des varices jambières, soit une sclérose à la mousse des varices jambières. Donc on a plusieurs attitudes, on n'a pas encore de réponse ou d'études qui nous disent il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a souvent des attitudes qui se prennent en fonction de la conviction des médecins ou de leurs compétences. Il y a ceux qui savent faire des phlérectomies, ceux qui ne savent pas faire. Donc pour l'instant, on est encore un petit peu dans le flou. Là encore, il n'y a pas de bonne et de mauvaise attitude. Et pour revenir à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, il faut vraiment associer le patient à la décision. Il y a des patients qui vont nous dire moi je veux qu'on fasse ça en une fois, je ne veux pas être obligé de revenir 12 fois, et à ce moment-là, je ferai plutôt du thermique et une. Alors, une dernière question, puisqu'on est tous deux dans le cas de thrombose superficielle. Quel traitement tu proposes actuellement en 2022 pour les thromboses superficielles? Parce que si on fait le sondage dans la salle, on va trouver des choses différentes. En tout cas, est-ce que tu es pour un traitement anticoagulant? Ah oui. Alors en fait, le traitement des thromboses superficielles, jusqu'à présent, ça reste l'Arixtra 2,5 mg pendant 6 semaines. Ça, c'est à la suite de l'étude de Calisto qui a montré que c'était sans doute la meilleure stratégie thérapeutique. Alors il y a maintenant, effectivement, avec les AOD, des nouvelles tendances qui se dessinent. Donc on va justement en parler à la Société française de pédiatrie en décembre, où il y a une session là-dessus. On a une petite enquête, on a fait une petite enquête et j'avais pour les résultats. Il y a sans doute une place pour les AOD dans ce cadre-là. Mais c'est sûr qu'il faut traiter ces patients pendant 45 jours et avec des anticoagulants. On sait que les thromboses veineuses superficielles peuvent être associées initialement à des thromboses veineuses profondes. On retrouve dans 20% des cas, donc devant une thrombose veineuse superficielle, il ne faut pas s'arrêter là et rechercher les thromboses veineuses profondes. Et puis, quand on a une thrombose veineuse superficielle, on sait qu'on a un risque de récidive dans le temps qui est d'environ 5% par patient et par an, avec des récidives qui sont quand même le plus souvent sous la forme d'une thrombose veineuse superficielle, mais qui peuvent aussi se faire sous la forme d'une thrombose veineuse profonde ou d'une embolie. Est-ce qu'il y a une indication de traitement anti-inflammatoire? Non. Non. Est-ce qu'il y a un traitement local, une indication de traitement local? Le traitement local, c'est la compression, hein, c'est la compression élastique. En phase de thrombose aiguë? En fait, on va avancer ça. J'ai une petite question, oui. deux petites questions. La première pour l'Arixtra chez les patients qui ont 100 kg et plus. Est-ce que ça marche 2,5 ou on est obligé d'augmenter la dose? Bon, moi je reste à 2,5. D'accord. Et pour le patient, pour la thrombose localisée, est-ce qu'on doit attendre qu'elle régresse la tributaire qui est thrombosée? Est-ce qu'on doit attendre qu'elle régresse sous anticoagulant avant de proposer un traitement? Alors moi je pense que de toute façon, s'il y a eu une thrombose, ça veut dire qu'il y a eu une thrombose quelque part et que ça justifie de faire un traitement antithrombotique de 6 semaines. Alors on peut discuter parce que quand même là on est dans un cas très très particulier. C'est pas une thrombose veineuse superficielle habituelle. Donc, je pense qu'il faut la traiter comme telle, mais c'est un petit peu particulier.
Allez, dernière question, je te laisse t'installer et tu peux répondre. Vas-y. Je pense que c'est un plus intéressant dans la mesure où c'est un patient qui a plusieurs pathologies de réserve et puis est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de rester conservateur en ce qui concerne la France En ce qui concerne la grande sapelle, moi je ne suis pas très préoccupé. Hein. Il y a des tributaires, des varices tributaires qui ne sont pas très importantes. Le tronc sapelle est de petit calibre. Donc on reste conservateur. On peut rester conservateur. Par contre, je suis plus inquiet pour sa jambe à gauche où il y a vraiment des trous de trophique. À gauche, d'après notre expérience, on fait des astrales. Oui, c'est une stratégie. On peut faire ça. Je connais ça. On fait des astrales, la même santé externe redevient normale. Mais je connais ça, bien sûr. D'autant plus que la partie inférieure de la baisse partie, est petite. Quand on fait des astrales en général, sur le gros. Je connais bien la salle, je suis pas du tout opposé à ça. Je pense quand même que. Est-ce que tu peux nous dire en 30 secondes ce que c'est la salle? La salle, c'est ça, c'est-à-dire que on a une portion de la veine saphène qui est incontinente et puis en aval, on a une portion qui est continente. Donc tout ça génère un reflux et l'asphalte, ça consiste à ne pas occuper du tronc de la saphène, mais à éradiquer les varices tributaires en faisant des féléctomies. Si on fait ça, clairement, il n'y aura plus de reflux parce qu'en fait, il n'y a plus d'émergence possible du reflux. Et on s'est aperçu que dans certains cas, on pouvait avoir effectivement une rétraction de la portion incontinente de la saphène et d'une certaine façon, on peut redonner à des patients une fonction normale de leur veine saphène qui était initialement incontinente. Merci beaucoup. Juste deux points. Ça marche très bien et c'est sans doute une bonne stratégie quand on a des veines saphènes qui ont des incontinences qui sont modérées et c'est à mon avis plus limite quand on a déjà des troubles trophiques cutanés et en particulier dans le cas de la petite saphène où on sait que ça marche un petit peu moins bien que pour la grande saphène. Donc l'asphalte à discuter chez des gens jeunes qui ont une maladie veineuse débutante, un petit peu plus réservé chez les gens qui ont déjà des troubles trophiques cutanés. Merci beaucoup, hein, c'était très clair, très bon cas. Quand je marche trop, quand je... Donc il y a une gêne fonctionnelle. Ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe. Il y avait une seule veine. Quand j'étais opérée, ça a augmenté. Et ça a augmenté. Donc il y a effectivement. Donc on a la cicatrice de l'abord, donc c'était sans doute un stripping long, ce qu'on fait plus vraiment. Il n'y a pas d'œdème, donc ça c'est quelque chose d'important. Donc on est dans le cadre d'une patiente qui est gênée sur le plan fonctionnel, qui a une récidive variceuse au stade C2, avec des varices mais sans œdème et sans trouble trophique cutané. Donc on va essayer d'analyser la situation. Donc je vais demander à cette dame de se mettre debout, comme tout à l'heure. Donc il faut bien remonter ça. Voilà. Alors, quand on a des varices comme ça, la stratégie d'examen écho-doppler, c'est quand même de vérifier de principe les veines saphènes. Si elle a été sans doute strippée, mais on va le vérifier. Et puis aussi de partir des varices tributaires cliniquement visibles pour identifier la source du reflux et l'extension du reflux. Donc là, je commence par regarder s'il existe encore une veine saphène. Et je me mets à mi-cuisse. J'essaye de retrouver mes marques. Donc c'est pas mal de partir là de la jonction. C'est là
Voilà, donc là on retrouve l'artère fémorale, la veine fémorale, et manifestement une jonction saphéno-fémorale qui est préservée. Donc il n'y a pas eu de prossectomie comme elle était faite dans les règles de l'art. Et là, on repart sur cette structure veineuse qui est la veine saphène accessoire antérieure. C'est pas la grande saphène. Comment on l'identifie? C'est qu'elle est vraiment à l'aplomb de l'artère fémorale. Donc ça, c'est la veine saphène accessoire antérieure qu'on suit au niveau de la cuisse, qui sort du compartiment saphène. La saphène accessoire antérieure est aussi dans un compartiment saphène. Et là, on a une veine qui franchit le fascia superficiel et qui se trouve être en correspondance avec les varices cliniquement visibles à la face antérieure de la cuisse. Donc on a manifestement une récidive variqueuse qui est liée à une incontinence saphène accessoire antérieure chez une patiente qui a peut-être eu un stripping, mais en tout cas pas de prossectomie. Donc là on confirme qu'il y a un reflux. Alors on va quand même s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la grande saphène. Voilà, donc je repars au niveau de la jonction. On voit bien la valve terminale, hein, qui est là. Et puis là, je pars sur la grande saphène qui est absente. Hein. Donc il y a eu une ablation de la grande saphène. Là, on la trouve pas. On la trouve pas. Et cette saphène antérieure accessoire, elle part directement de la veine fémorale ou bien elle part après l'ostium de l'ancienne saphène interne? Alors il y a plusieurs formes anatomiques. Là manifestement il y a une jonction saphéno-fémorale unique et puis on a une confluence de la saphène accessoire antérieure et de la grande saphène qui elle a été strippée. Donc il y a eu un événage de la grande saphène, mais il n'y a pas eu de prossectomie telle qu'elle devait être réalisée classiquement, et du coup on a une saphène accessoire qui est toujours en place. Alors je continue. Là on a une veine qui est très petite, on ne sait pas trop ce que c'est, ça peut être une saphène accessoire postérieure. Là le compartiment saphène est vide, donc il y a eu un événage. Puis là on retrouve une veine qui est on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, ça. Là on est dans le compartiment saphène et on a quand même l'impression qu'il y a une saphène, qu'il y avait peut-être initialement un dédoublement. En tout cas, il n'y a pas de reflux. Donc on peut considérer qu'il y a eu un événage efficace de la grande saphène, même s'il y avait peut-être une duplication, mais en tout cas, le réseau variqueux est quand même essentiellement lié à cette saphène accessoire antérieure. Avec une branche principale ici, une branche postérieure, et puis un réseau qui est très contourné. Donc, dans ces cas-là, on essaye de suivre ce réseau variqueux pour voir comment il se draine. Donc là, je me balade en suivant le trajet des varices. Et on a un drainage qui est assez mal systématisé dans un réseau variqueux
qu'on peut suivre ici. On est en prétibial. Voilà, et ça explique le drainage qui se fait par ici. Donc on va aussi regarder ce qui se passe. Donc voilà, on voit cette écharpe variqueuse qui part ici à la face latérale de la jambe. On va demander à la dame de se tourner. Il y a souvent ici une perforante de réentrée. On va voir si c'est le cas. Voilà, c'est en effet ce qui se passe. Voilà le réseau variqueux qui se draine ici par une perforante dans une veine gastro-pnémienne. Alors on va demander à cette patiente de se tourner, on va se regarder ce qui se passe dans le territoire de la petite saphène. Donc voilà, on retrouve les... Alors c'est pas inintéressant. Donc à nouveau l'artère popitée, la veine popitée. Ici on a la petite saphène, je me balade vers la partie basse de la jambe, une petite saphène qui est de très petit calibre. Je vérifie qu'il n'y ait pas de reflux. Il n'y en a pas. En fait, tu les reconnais, les veines saphènes, par leur compartiment, c'est ça? Oui. Donc là, on voit la jonction entre la petite saphène et la veine popitée. Et puis, si on continue à la face postérieure de la cuisse, on voit qu'on a à nouveau toujours une veine dans le prolongement de la petite saphène qui est son extension postérieure de cuisse et qui là est petite et continente. Donc la petite saphène est totalement innocentée dans cette histoire-là. Et on peut dire que la récidive variqueuse chez cette patiente est essentiellement liée à cette saphène accessoire antérieure. Donc il faut traiter... Donc si tu as terminé, Olivier, ouais. tu peux me rejoindre s'il te plaît? Oui. Donc voilà l'anatomie de la jonction saphéno-fémorale. On a ici la grande saphène, la saphène accessoire antérieure. On a parfois une saphène accessoire postérieure. Et on a des afférences hautes qui sont principalement la veine épigastrique, la veine circonflexe. Donc cette patiente, on la retrouve avec un réseau variqueux assez marqué au niveau de la cuisse. Et quand on analyse la situation, on s'aperçoit que la veine grande saphène n'existe plus. Donc il y a eu un éveinage efficace de cette veine grande saphène. Par contre, on retrouve en place la jonction saphéno-fémorale qui a été préservée. On voit même la valve terminale, qui d'ailleurs est incontinente. Et on s'aperçoit qu'on a un reflux dans cette veine saphène accessoire antérieure qui a été laissée en place et qui là vient alimenter le réseau variqueux cliniquement visible au niveau de la cuisse. Donc les commentaires, c'est que... on ne connaît pas un petit peu l'anatomie antérieure par l'événement, mais est-ce qu'il fallait faire une prostatectomie? Alors, la chirurgie a plus tellement la mode actuellement en phlénologie, mais les recommandations à l'époque de la chirurgie, c'était de faire une prostatectomie au ras de la veine fémorale et enlever un maximum de ces tributaires pour limiter le risque de récidive. Alors ça a été un dogme, pas toujours vérifié,
Et là, moi, je n'ai rien contre la stratégie qui a été proposée à l'époque, qui était d'enlever que la grande saphène, et très probablement qu'à l'époque, cette veine saphène accessoire antérieure, elle était continente, et c'était pas un péché de la laisser en place. Il n'empêche que les choses ont évolué, et avec le temps, on se retrouve dans cette situation-là. Et pour mémoire, c'est actuellement, maintenant, on fait beaucoup d'ablation thermique de la grande saphène. Les récidives vainqueuses qu'on peut observer après ablation thermique, c'est typiquement selon ce modèle-là, puisqu'on préserve la jonction saphéno-fémorale, et que dans certains cas, elle peut évoluer vers une incontinence, ce n'est pas du tout la règle, mais ça peut arriver comme ça. Alors maintenant, dans ce cas précis, avec ces états cliniques de la patiente, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ces varices qui n'ont pas la quantité? Alors, il y a des varices qui agènent, je pense, fonctionnelles, mais qui sont sensibles de gravité. Mais bon, il est quand même logique de la prendre en charge sur le plan thérapeutique. Donc là encore, toutes les options sont ouvertes. Je connais quelqu'un qui ferait de la SVAL, qui ferait une phébectomie extensive de toutes les varices cliniquement visibles au niveau de la jambe. Comment? Phébectomie, c'est-à-dire... Phébectomie, ça chirurgicale. Phébectomie chirurgicale, c'est ça qu'on fait. Donc les phébectomies, ça se fait maintenant sous anesthésie locale. On fait une anesthésie locale par tous les sens sur tout le trajet des veines variqueuses qu'on va enlever avec des crochets globulaires. On fait des toutes petites incisions et puis on enlève ces veines de proche en proche. C'est un traitement qui se fait en ambulatoire sous anesthésie locale et qui permet aux gens de conserver une activité normale. Alors après, là encore, on a quand même une saphène accessoire antérieure qui est largement dilatée. Donc on peut faire soit de la sclérothérapie, soit une ablation thermique de la terminaison de la saphène accessoire, là où il y a un trajet rectiligne, et à nouveau, on va associer à des phébectomies, à une sclérothérapie, où on peut ne faire que ça. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas de garrot, on aurait pu faire un test. La présence d'une dernière encre au niveau de la face interne de la jambe et de la cheville gauche. Merci. Ok. Donc, effectivement, c'est un patient qui se présente avec des troubles trophiques évolués. On voit cette sclérose rétractile là, au niveau de la jambe. Et quand on est dans un cas comme ça, effectivement, l'insuffisance veineuse superficielle peut être en cause, mais il faut vraiment vérifier le réseau veineux profond, d'autant que là, on connaît des antécédents de thrombose veineuse profonde chez ce patient. Donc, tout laisse à penser quand même que ces troubles trophiques importants sont liés à une maladie post-thrombotique plus qu'à son insuffisance veineuse superficielle. Donc ça, c'est une réflexion préalable, mais évidemment, il faut faire un examen complet pour essayer de faire la part des choses. Donc, idéalement, il faudrait enlever votre pantalon, qu'on puisse regarder... Voilà. Ok, donc dans un cas comme ça, très clairement, je commence par l'examen du réseau veineux profond. Donc j'installe ce patient allongé et je regarde ce qui se passe au niveau des veines profondes. Donc je commence voilà, je suis au niveau de la jonction saphéno-fémorale. Et déjà, on s'aperçoit que au niveau de la veine fémorale commune, on a cette structure endoluminale qui est des synéchies. Donc c'est des séquelles de sa thrombose qui a au minimum intéressé la veine fémorale commune. On a ici l'abouchement de la veine grande saphène, mais vous voyez qu'on a tout ce remaniement
qui est séquellaire de sa thrombose, avec ici de magnifiques synéchies qui compartimentent la veine fémorale. Donc on a ici une veine fémorale qui est tout à fait atrésique, qui est petite. Je vais juste comparer avec l'autre côté. Voilà, vous voyez ici une veine fémorale normale et ici une veine qui est totalement atrésique avec plusieurs petites collatérales. Donc on a une veine qui est éminemment pathologique. Je regarde au niveau du creux popité droit avec une veine popitée qui est strictement normale. Creux popité gauche avec là encore voilà, on voit à nouveau ces synéchies, même une petite calcification au niveau de la veine popitée. Donc il y a des séquelles de thrombose qui sont importantes à l'étage fémoro-popité. On va regarder ce qui se passe au niveau iliaque, ici un petit peu plus bas. Et là, il n'y a pas encore besoin de faire la couleur. Non, là, j'essaie de regarder l'extension des lésions veineuses avant de passer à l'exploration hémodynamique. Et donc là, je retrouve une artère iliaque externe, c'est la terminaison de l'iliaque externe, et j'ai pas vraiment de veine iliaque externe. Si je me mets de l'autre côté, vous voyez qu'on a l'artère et une très belle veine iliaque externe. Donc manifestement, la thrombose a concerné aussi l'axe iliaque. Alors, une façon simple de faire l'examen. Là, je suis sur la veine, terminaison de la veine iliaque externe et origine de la veine iliaque et de la veine fémorale commune. On peut augmenter la fenêtre ici. Voilà, donc là on a une bonne modulation respiratoire, ce qui laisse à penser que l'axe veineux iliaque est normalement perméable. Si je me mets de l'autre côté, alors, hop, j'essaie de m'y retrouver. Alors, de l'autre côté, en fait, on n'a même pas de veine fémorale. Hein. On a ici un reliquat sans flux spontané. Je fais une manœuvre de compression et j'ai un vague flux ici. Donc on a l'artère, on perd complètement la veine iliaque externe et on a ici une collatérale. Hein. On a une veine qui est sur le bord latéral de l'artère, ce qui est absolument inhabituel. Donc là c'est vraiment une collatérale qui s'est développée en lieu et place de la veine iliaque externe qui a fait l'objet d'une involution fibreuse complète. Donc je vais prendre l'autre sonde pour regarder ça. Hop. Donc là, je me mets au niveau abdominal. Relâchez bien le ventre. Voilà. Je me mets dans le bon sens. Donc là, on a l'aorte. Alors ça, c'est une sonde abdominale avec un réglage vasculaire, c'est ça? Alors attends, je me mets avec que je mets au père. Voilà. Donc là, on a l'aorte, la veine cave, la division iliaque
Et on a une absence, on ne voit pas du tout la veine iliaque commune gauche, qui est complètement absente. Là, je le mets en coupe longitudinale. Ça, c'est l'artère iliaque commune, qui se divise en iliaque externe et iliaque interne. Mais on ne retrouve pas du tout de structure veineuse de voisinage, donc il y a une involution fibreuse complète de la veine iliaque gauche, alors que vous voyez du côté droit, on retrouve là l'artère iliaque commune, l'iliaque externe, l'iliaque interne, et puis on a l'axe veineux iliaque qui est très très bien visualisé. Donc on n'a pas un patient qui a fait juste une thrombose de sa veine fémorale superficielle, on devrait dire veine fémorale seulement, mais c'était une thrombose suropoplitéo-fémoro-iliaque, avec manifestement un problème obstructif, à savoir qu'en l'absence de veine iliaque, il y a quand même manifestement un syndrome obstructif, et puis peut-être un syndrome de reflux. Donc j'ai même pas regardé ces veines superficielles. On est clairement dans le cadre d'une maladie post-thrombotique. Alors on va quand même regarder ce qui se passe. Alors on peut faire des choses quand même. Je vais reprendre cette sonde-là. L'obstruction, c'est difficile à quantifier en écho-doppler, et pourtant c'est sans doute ça qui génère le plus de troubles trophiques, plus que le reflux. Mais malheureusement en écho-doppler on est un peu limité. L'idéal c'est d'utiliser la pétissographie, mais malheureusement c'est pas facilement disponible. Donc là je me mets au niveau de la veine poplitée droite pour faire et vous voyez que on va remonter la ligne de base. Hop. Voilà, si je fais une manœuvre de chasse, ça marche bien avec une pente très aiguë du front de montée. Si je me mets là, vous voyez que c'est un examen qui est comparatif. Oui, toujours. Hein. Toujours comparatif. Voilà, donc là je me mets dans la veine poplitée. Et vous voyez que quand je fais une chasse, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir un flux et que la pente de la courbe est beaucoup plus plate. Donc ça veut dire que le sang a du mal à remonter et qu'il y a un syndrome obstructif. Alors on va quand même compléter l'examen chez ce patient debout pour voir s'il y a aussi un reflux. Donc il faut vous mettre debout. Donc là je me mets au niveau fémoral. Voilà, restez comme ça. Hop. Tournez. Au niveau de la cuisse. On prend de la couleur. On enlève ce truc-là, ça. Voilà. On peut augmenter un peu la taille de la fenêtre. Voilà. Donc là, vous voyez l'artère fémorale. Et puis, vous voyez qu'il y a des reflux dans les veines qui ont fait l'objet d'une involution fibreuse, mais avec aussi la perte de leur continence. Donc il y a un reflux fémoral. Tournez-vous. Pliez doucement le genou. Voilà. Là, on travaille toujours avec un réglage veine profonde, c'est ça? Ouais. Donc là, je suis au niveau poplité, on voit l'artère poplitée qui pulse. Oui. Et puis vous voyez qu'il y a aussi des reflux très importants à l'étage poplité. Donc on a un patient qui a manifestement, dans les suites d'une thrombose étendue, un syndrome de reflux et un syndrome... alors le syndrome de reflux, c'est très facile à mettre en évidence en écho-doppler couleur, mais il y a aussi manifestement aussi un syndrome obstructif qui est plus difficile
à formaliser. Alors on va quand même regarder ce qui se passe au niveau de ces veines superficielles. Tournez-vous vers moi. Avancez un petit peu la jambe. Donc, pour l'assistance, jusqu'à présent, Olivier il a regardé que les veines profondes. Donc on est devant des séquelles de thrombose veineuse profonde au niveau iliaque, fémoral et poplité. Alors, et là, il est en train de regarder les veines superficielles. Pour dire que la clinique, Olivier, la clinique elle est très importante. Hein. Bah oui. Donc on a vu que tu n'as pas sauté sur les veines superficielles. Alors, dès le début, tu as soupçonné un problème. Quand on est face à une insuffisance veineuse superficielle, c'est-à-dire des gens qui ont une maladie avancée avec des troubles trophiques, le premier focus de l'examen, c'est le réseau veineux profond. Oui. Alors après, il est vrai qu'il y a des gens qui ont une simple maladie veineuse superficielle et qui peuvent avoir des troubles trophiques avancés, mais il faut vraiment s'attacher à examiner en détail le réseau veineux profond. Donc là, on a une veine saphène avec là aussi des synéchies endoluminales, donc il y a eu aussi un passé thrombotique à ce niveau-là. Il y a aussi un reflux. Mais enfin, ça reste tout à fait anecdotique par rapport au reflux profond. Donc là, sur le plan thérapeutique, la première arme, c'est évidemment la compression élastique. Si tu as terminé, tu peux me rejoindre. Merci. Élastique de qualité, de classe 3 au minimum. Et ce qui peut être discuté, c'est dans la mesure où il y a manifestement un obstacle iliaque, c'est éventuellement une recanalisation iliaque pour lever le syndrome obstructif et minimiser l'hyperpression veineuse et donc essayer de soulager ce temps-là, même s'il y a par ailleurs un reflux. Comment on peut faire cette recanalisation iliaque? Alors c'est des radiologues, des chirurgiens vasculaires spécialisés qui font ça. Il faut faire un phléboscanner pour avoir une analyse très précise de l'extension des lésions. Là, manifestement, avec l'écho Doppler bleu, on a déjà pas mal d'informations, à savoir qu'il y a cette involution fibreuse de la veine iliaque qui peut être recanalisée. Donc, vous avez les radiologues, les chirurgiens sont très habiles, ils font passer des petits guides et qui permettent de se faufiler dans le trajet des veines et qui ensuite de l'iliaquer. Et pourquoi pas aussi fémoral et poplité? Alors, ça marche bien au niveau iliaque. Les recanalisations fémorales ou poplitées, c'est beaucoup plus aléatoire et ça se rethrombose beaucoup plus facilement, les résultats sont moins bons. Donc là, il y a quand même des troubles trophiques avancés, mais on n'est pas encore au stade de l'ulcération. Donc on va y aller un peu la douce sur la prise en charge. Ce qui compte ce qui est important, c'est de lever l'obstacle au niveau fémoro-iliaque. Alors là, il aurait fallu prendre un petit peu plus de temps pour faire l'examen. Ce qui est important, c'est que la veine iliaque recanalisée soit suffisamment alimentée. Donc il faut faire la part des choses entre ce qui reste perméable au niveau du carrefour fémoral. Est-ce qu'on aura une alimentation suffisante par la veine fémorale qui est très dégradée, par la veine saphène qui est très dégradée, il y a la veine fémorale profonde qu'il faut aussi bien analyser. Donc on a vraiment besoin d'une cartographie veineuse très précise pour savoir ce qui est possible de faire, si c'est raisonnable et jusqu'où stenter. Alors il arrive que les radiologues mettent des stents au niveau de la veine fémorale commune pour la réouvrir, mais là on a vu qu'elle était quand même très abîmée. Donc ça nécessite une expertise et je lance cette hypothèse juste comme ça pour la discussion, mais chez ce patient précis, bien sûr c'est la contention, puis après pour le reste c'est à discuter. Les questions naïves, les profils qu'il a, c'est dû au fait à son insuffisance veineuse superficielle. Dans les poussières, il y a des veines qui sont extrêmement dégradées, donc il y a une veine pertinente, donc il y a un reflux, il y a surtout une obstruction, c'est une dimension qui a du mal à palper et à prendre en compte, donc il y a une hyperpression veineuse qui retentit juste au niveau microcirculatoire, donc il y a une souffrance cutanée et il y a ces troubles qui apparaissent.
Est-ce qu'il y a une dernière question pour elle? Alors pour elle, il est chirurgien vasculaire, chirurgien cardiaque, et il s'intéresse beaucoup à elle. Oui, je pense que c'est un patient qui reste très symptomatique. Je pense qu'il doit avoir un reflux très important au niveau profond. Oui, il y a un gros. Et pour les indications chirurgicales, il a la chance de ne pas avoir un grand monde. Ouais. Ça, c'est une grande chose. Et moi, d'habitude, ce genre de patients, je regarde toujours le réseau superficiel parce que parfois, ils ont la chance de dilater, de trop dilater leur saphène. Et ça leur donne un genre de suppléance. Pour, donc déjà quand on voit des saphènes qui sont dilatés, ça leur reconforte un petit peu et on ne va pas trop dans les... on se suffit de la concussion. Mais je pense que le patient il a la chance de avoir un grand monde, parce que quand il s'agit d'un grand monde, alors là c'est très. Là, ça s'appelle... Le problème de l'insuffisance veineuse superficielle associée à l'insuffisance veineuse profonde, on doit être très prudent parce qu'il arrive qu'effectivement les saphènes puissent constituer un relais du réseau veineux profond quand on a une obstruction importante au niveau fémoral, ce qui était le cas, ou au niveau poplité. Donc il faut être toujours très très parcimonieux sur les gestes thérapeutiques vis-à-vis des saphènes qui peuvent être des veines vicariantes, c'est-à-dire qui participent au retour veineux chez des patients qui ont un réseau veineux profond qui est dégradé. Après, là, il y avait un tout petit reflux dans sa saphène et un énorme reflux poplité. Donc, il n'y a aucun bénéfice pour le patient à aller traiter une saphène dont le reflux compte peut-être pour 5% dans sa maladie. Et en prenant en plus le risque de se priver d'une possible voie de vicariance. Merci beaucoup Olivier, on va se challenger un petit peu. Il nous reste un dernier malade, on va essayer de le faire en 10 minutes. Ok, sans problème. Ouais. Professeur, je consulte pour une ordre de membre inférieur d'un chronique. J'ai fait l'examen clinique objectif des varices des membres inférieurs plus marqués du côté droit. Eh bien oui. Donc c'est un monsieur qui a des varices jambières bilatérales, avec ici une zone de dermite ocre, des varices effectivement marquées au niveau de la cheville. Cliniquement, on regarde toujours les chevilles, avec effectivement une dilatation veineuse importante, plus marquée à droite. Il y a aussi quand même une dermite ocre à gauche. Donc ce patient a une maladie veineuse superficielle évoluée. Donc on va regarder quand même, parce qu'on n'a que 10 minutes, son réseau veineux superficiel en priorité, mais de principe il faudrait faire aussi un examen profond assez complet chez ce patient. Donc mettez-vous debout. On commence par le membre inférieur droit. On peut suspecter des varices dans le territoire de la grande saphène ou de la petite saphène, c'est difficile de dire. Donc on se met là, à mi-cuisse, la grande saphène, couleur, je fais une manœuvre de chasse, il y a un reflux indiscutable. Donc je remonte vers le haut, je retrouve aussi un reflux, je me mets au Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont jamais vu de reflux et qui ont du mal à suivre un petit peu avec Olivier concernant le reflux? Ou est-ce que tout le monde sait? Oui. Est-ce que tu peux expliquer avec le trackball, s'il te plaît, un petit peu cette histoire de reflux? Parce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent comprendre. Donc voilà, je me mets au niveau de la veine grande saphène qui est visualisée en coupe transversale et je comprime le mollet de façon à créer une surpression qui va faire avancer le sang vers le cœur. Donc vous avez vu qu'il y a une colorisation en bleu. Ça veut dire que compte tenu de la position de ma sonde, le sang fuit la sonde et se dirige vers la terminaison de la veine, vers le cœur. Je relâche la compression du mollet, donc je vais créer un gradient de pression et si les valvules de la grande saphène sont absentes, les valvules qui empêchent le reflux, si ces valvules sont absentes ou ne marchent pas bien, il va y avoir un reflux. Je relâche et hop,
il y a un reflux, c'est-à-dire que le sang redescend dans la grande saphène de sa partie haute vers le mollet, ce qui signe le fait que les valvules ne sont pas continentes. Donc on étudie toute l'extension du reflux et on va vers la jonction saphéno-fémorale. Voilà, pour trouver la grande saphène à sa terminaison. On voit la valve terminale qui s'ouvre et qui se ferme. Je comprime, je relâche et vous voyez que en fait il n'y a pas de reflux à la terminaison de la grande saphène. La valve terminale est continente. Je comprime, je relâche, il n'y a pas de reflux. Le reflux il est alimenté par, ça c'est des choses qu'on voit dans 6% des cas, par un réseau variqueux qui rejoint ici la grande saphène. Voilà, là la grande saphène est incontinente. J'enlève la couleur. Donc voilà la grande saphène. Avec son reflux. Je remonte et on voit qu'ici, la grande saphène reçoit tout un réseau veineux qu'on appelle réseau veineux ganglionnaire et qui vient alimenter le reflux. Donc le reflux, il n'est pas alimenté par la veine fémorale puisque la valve marche bien, on la voit bien ici. On voit très bien la valve, oui. Je la montre en coupe longitudinale. Voilà. Voilà cette valve qui s'ouvre et qui se referme. Là, on a la valve terminale, ici la valve préterminale. Et en fait, le reflux, il est lié à tout un réseau veineux périsaphène ganglionnaire qui vient se drainer à peu près par là dans la grande saphène. Donc c'est une forme un peu atypique, décidément. On voit des patients très atypiques. Donc là, micro s'il vous plaît, dans le micro. Ça. Donc c'est, voilà, je continue. Et à nouveau, vous voyez que là je suis à mi-cuisse, donc il y a un reflux. Je redescends. Et puis là, hop, le reflux dans la grande saphène disparaît et le reflux se prolonge dans des varices. On n'utilise pas un Doppler pour l'étude du reflux. Non, en première approche, c'est vraiment l'écho-Doppler couleur qui est le plus synthétique à condition d'avoir fait les bons réglages. Mais c'est ça qui nous permet d'aller vite parce que si à chaque fois il faut aller caler sa fenêtre de Doppler dans la veine, c'est insupportable. Donc là, on a un reflux qui part dans une petite tributaire postérieure, mais vous voyez que la grande saphène au niveau du genou est continente. Donc on va demander au patient de se tourner, on va regarder ce qui se passe au niveau de la petite saphène, et là encore, on aura peut-être des surprises. Tournez encore, tournez. Alors voilà. Ce qu'on pouvait suspecter, une incontinence de la petite saphène avec une dilatation très marquée. Donc manifestement, regardez, là on a un reflux. Voilà, on a un énorme reflux au niveau de la veine petite saphène. Donc les varices de ce patient au membre inférieur droit sont à nouveau essentiellement liées à son incontinence de la petite saphène. La grande saphène est incontinente. Hop, je repars sur la grande saphène, mais avec un reflux qui alimente, avec un reflux qui alimentait une branche postérieure, et on voit qu'il y a des varices ici à la partie haute du creux poplité qui, elles, sont liées au reflux de la grande saphène. Mais c'est des varices qui restent très modestes, et on a vu qu'il n'y avait pas non plus d'incontinence de la valve terminale, donc le reflux était assez modéré. Par contre, on a ici une incontinence très marquée de la petite saphène,
avec une dilatation très importante, et c'est ce reflux de la petite saphène qui alimente principalement C'est une incontinence ostiale. Alors on va remonter. Voilà, oui, on voit ici la jonction, hein, saphénopoplité. Alors on peut rechercher un reflux comme tout à l'heure. Ça c'est la veine poplitée haute, où il y a aussi un reflux qui est induit. Hein. Est-ce que vous voyez le reflux? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'arrive pas à situer le reflux? On peut encore expliquer. Donc il fait une manœuvre de chasse, il y a un flux bleu dans un premier temps, et puis normalement on ne doit plus rien avoir après. Ouais. Donc après ici, il y a un flux rouge qui persiste, parfois il est court, parfois il est un peu plus prolongé. Alors un reflux significatif est supérieur, pour être schématique, supérieur à 0,5 secondes au niveau du réseau veineux superficiel, supérieur à 1 seconde au niveau du réseau veineux profond. Pourquoi il y a un temps minimum? Parce qu'en fait, il peut y avoir un très court reflux chez les gens qui ont des veines saines, qui correspond au temps de fermeture valvulaire. Mais si le reflux se prolonge au-delà de ces limites de 0,5 ou de 1 seconde, ça veut dire que les valvules ne se collabent pas, et donc il y a une vraie pathologie. Donc là, on a ce reflux de la petite saphène, mais compte tenu de l'importance des troubles neurotrophiques, compte tenu de l'importance des varices, il faudra aussi qu'on fasse un examen détaillé du réseau veineux profond. Là, je profite de la position du patient pour regarder sa veine petite saphène gauche, plier un petit peu l'autre genou, comme ça. Ouais. Donc, c'est toujours la même chose. Hein. Je repère les structures anatomiques. Donc ça, c'est la petite saphène, hop, qui est aussi un peu dilatée. Donc on peut suspecter qu'elle soit incontinente. Là, on est au niveau de la jambe gauche. Et il y a aussi effectivement une incontinence de la petite saphène au niveau de la jambe gauche. Je remonte vers le poplité. Hop. Et vous retrouvez à nouveau le nerf tibial là qu'on voit bien. Si tu peux utiliser le trac-bosse. Oui, oui, bien sûr. Voilà. L'artère, la jonction saphénopoplité. Et puis ici, vous voyez le nerf tibial avec cette structure en nid d'abeille qu'on repère assez bien. Donc on va regarder, tournez-vous vers moi, on va regarder la grande saphène gauche. Tournez-vous, tournez-vous. Avancez cette jambe-là, celle-ci, tournez un petit peu comme ça. Donc je me mets à mi-cuisse, hein, comme tout à l'heure. Je tombe sur une petite saphène qui est très petite. Donc j'ai vraiment pas besoin d'aller mettre de la couleur là-dedans. Il y a une chance sur 100 qu'il y ait un reflux, et s'il y a un reflux, de toute façon on n'en fera rien parce que la veine est tellement petite qu'il ne serait pas significatif. Et on voit qu'il n'y a pas de reflux au niveau de la grande saphène. Je me mets un petit peu plus haut. Hop, la jonction saphéno-fémorale. Aucun reflux. Donc, alors ce patient a lui aussi une insuffisance veineuse superficielle qui est essentiellement liée à une incontinence de ces deux veines petites saphènes, avec un reflux. Tu as terminé, Olivier? Oui, oui, oui. Tu peux me rejoindre, s'il te plaît? Quand on examine ce patient, on a une grande saphène droite qui est effectivement incontinente, mais avec une dilatation aqueuse qui est assez modérée, un reflux qui est modéré, et on met surtout en évidence une incontinence des deux veines de saphène. Alors, pour en revenir à la... Hop. Oui, si je fais ça, Hop. Donc là, pour illustrer ce cas clinique,
Donc ça c'est la grande saphène droite du monsieur qu'on a vu. On a trouvé un reflux dans cette portion de la veine saphène. Au niveau de la jonction saphéno-fémorale, on n'avait pas de reflux au niveau de la jonction saphéno-fémorale et des veines. On n'avait pas non plus de reflux au niveau de la veine de la varice précardiale. Et on avait un reflux un petit peu à distance de la jonction, lié à un réseau variqueux qu'on appelle ganglionnaire, qui est assez atypique. Et il n'y avait pas non plus de reflux au niveau de la partie basale de la cuisse. Non, au niveau de la partie basse, non. Oui, de la cuisse. Il n'y avait plus de reflux. Donc là, on a une alimentation un petit peu atypique du reflux, qui se voit beaucoup chez des patients qui ont été opérés, qui ont eu une mastectomie, et ça va développer ce réseau veineux lié à la lame ganglionnaire, mais qui peut exister de façon préexistante. Et puis là, effectivement, au niveau gonal, on a une veine qui redevient normalement continente, avec l'absence de tout reflux, et puis on a une petite varice qui part à la face médiane de la cuisse vers le cocoquité, mais avec un réseau variqueux superficiel qui est vraiment tout à fait minime. Et on s'explique bien qu'il y ait finalement des varices qui sont peu significatifs, parce que sur le plan hémodynamique, on a un reflux qui est très modéré, alors que pour sa petite saphène, là on a une veine coquitée qui est et avec une petite saphène qui est énorme, et donc on a vraiment un reflux important qui est alimenté par le réseau veineux. Et côté gauche? Et côté gauche, et là, il y a essentiellement une incontinence de la petite saphène. Un peu moins important que du côté. Un peu moins important que du côté droit, mais significatif. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer? Même, c'est la même chose. Donc, moi, je serais volontiers du cardiaque, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Mais, bon, c'est vrai que la sclérose à la douce marche aussi. Il y en a des exemples vivants dans cette salle, mais on sait qu'on a un peu plus besoin de faire des gestes complémentaires parce qu'il peut y avoir des recanalisations. Et avec un fait troublant, malgré tout, c'est que ces patients, même s'ils se recanalisent, conservent souvent un bon résultat clinique. Donc, effectivement, on va plus vers l'ablation thermique maintenant, quand elle est accessible, mais l'hypocérose à la douce reste une solution. Alors, chez des patients qu'on élève qui ne sont pas trop dilatés, chez lui, il y avait une saphène qui était énorme, et là, je pense qu'effectivement, c'est quand même beaucoup plus sûr et efficace de faire des carrettes. Une dernière question concernant ce patient. Quand vous lui parlez avant, lors de la consultation, et vous lui dites quoi quant à son avenir par la suite? Est-ce qu'il y a un risque de récidive? Est-ce qu'il risque de refaire de ces séances d'ablation thermique, ou est-ce que vous êtes vraiment rassuré quant à son avenir? Alors, pour les patients qui ont une incidence veineuse superficielle, on ne leur dit jamais qu'on les guérit de façon définitive, parce qu'il y a une évolutivité possible de la maladie veineuse superficielle qui fait que ces patients ont toujours besoin d'un suivi, et que même si on traite à un instant T leur maladie, ils peuvent développer d'autres réseaux variqueux avec le temps. Donc, on ne dit jamais qu'on va les guérir. Après, avec les traitements thermiques, on sait que le risque de recanalisation est quand même tout à fait minime et beaucoup moins important qu'après la sclérose à la douce. Donc, quand on fait des traitements comme ça, on a quand même une prise en charge qui est, on va dire, en one shot. On n'est pas obligé de revoir les gens de façon périodique pour faire des traitements complémentaires. Mais après, c'est vrai qu'il faut vraiment bien expliquer les choses aux patients, leur expliquer les possibilités thérapeutiques raisonnables chez eux. Parfois il y en a une, parfois il y en a plusieurs. Il faut les faire adhérer au traitement. On a des traitements ablatifs, la compression reste quelque chose d'important. Je crois qu'il faut avoir une vision très très globale de ces patients. Quand vous traitez ces patients-là, après, s'il vous plaît, quand vous les traitez et que ça se passe bien,
est-ce que vous êtes obligé de les garder sous basse contention? Non, une fois qu'on a traité efficacement leur libido superficielle, ils peuvent se passer des compressions, sauf si, comme ce dernier patient, il a quand même des troubles trophiques qui engagent à poursuivre le traitement. Alors on peut compléter ensuite, on peut faire de l'ablation thermique puis une échostérosalose complémentaire pour les varices tributaires basses dans un deuxième temps, maintenir la compression tant que nécessaire. Je crois qu'on a vraiment différents outils et on les adapte au cas de chaque patient. Mais une fois que, pour un patient, on va dire simplex, qui a une incontinence de la glande symphyène et une varice, on traite son reflux de la glande symphyène, on traite sa varice, on n'est pas obligé de lui imposer tout le temps une contention élastique dans l'hypothèse de ralentir l'évolution d'une récidive aqueuse qui peut survenir dans 20 ans. Si c'est une jeune femme qui a 20 ans, lui permettre des bonnes compressions toute sa vie, c'est quand même un peu cher. Je crois qu'on va vraiment te remercier. Nous, on va merci, c'était très intéressant. J'espère que ça a été utile pour la suite. Je ne sais pas, avec des démonstrations magnifiques, encore une fois, merci. Donc on va prendre un quart d'heure, on va café et on reprend avec les affaires de notre